Si vous entendez ça, c'est que je suis déjà mort. Ou alors, ils sont juste derrière la porte, et ce téléphone sera la seule chose qu'on retrouvera dans cette chambre de bonne moisie, quelque part aux portes de Paris. Je ne sais même pas quel jour on est. Je sais juste que le bruit de chaque T-Max qui ralentit dans la rue me glace le sang. Ça fait des jours que je ne dors plus. Je suis là, dans le noir, le dos contre le mur froid, et je parle à ce putain de micro. Mon nom, vous ne le connaîtrez pas. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait. J'étais un lieutenant, un vrai, pas un de ces petits cons qui jouent avec les caïds dans leur hall d'immeuble à Aubervilliers. Mon secteur, c'était le réseau qui tenait le nord, de Barbès jusqu'au cœur du 9-3. Une machine qui brassait des millions avec la drogue, les clopes de contrebande, tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais le garant de sa survie, l'architecte invisible de sa pérennité. Et pour ça, j'ai fait des choses que même les plus anciens ne soupçonnent pas. J'entends des sirènes au loin, vers le périphérique. Ça ne me rassure même plus. Eux aussi, ils faisaient partie de mon jeu. Ce que les journaux appelaient des coups de filet spectaculaires, ce que la BRI et la BAC célébraient comme des victoires contre le crime organisé, c'était moi. C'était mes victoires, pas les leurs. Pour que le réseau survive, j'ai appris à faire des flics les acteurs involontaires de leur propre razzia. Ce que tout le monde ignore, c'est que chaque arrestation était un sacrifice que je choisissais moi-même. Un mec devenait trop gourmand, un autre parlait un peu trop au mauvais moment, un petit jeune qui voulait monter trop vite et qui risquait de déstabiliser l'équilibre. Je ne les tuais pas. C'était sale, ça attirait trop l'attention. Non, je les donnais. Un appel anonyme, une information glissée au bon endroit, un stock d'armes ou de stupes localisé comme par magie dans la cave d'un type qui, la veille encore, buvait le café avec moi. Les flics débarquaient en force, les caméras de télé filmaient les saisies et le ministre de l'Intérieur se félicitait. Pendant ce temps, le réseau était purgé de ses éléments faibles, de ses maillons pourris. J'étais le chirurgien et les flics étaient mon scalpel. Ils pensaient démanteler, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que consolider notre empire en coupant les branches mortes que je leur désignais. Je n'ai pas commencé comme ça. Personne ne commence comme ça. J'ai grandi dans une de ces barres d'HLM de Saint-Denis où le seul horizon, c'est la barre d'en face. L'odeur de béton froid et de pisse dans la cage d'escalier, c'est le premier parfum de ton enfance. Tu apprends vite que l'école, c'est une blague, et que le vrai pouvoir, il est en bas, dans le hall, tenu par les grands frères. J'ai commencé comme tout le monde, guetteur, le chouf, des heures à me geler sur un toit pour crier « Haït » dès qu'une voiture de la BAC tournait au coin de la rue. Mais j'observais, je regardais qui parlait à qui était fiable, qui était une grande gueule. J'ai compris que la force brute, ça ne suffisait pas. Le vrai pouvoir, c'était l'information. Pendant que les autres rêvaient de grosses voitures et de chaînes en or, moi, j'écoutais, je cartographiais les faiblesses de chacun. C'est ce qui m'a fait monter. On m'a remarqué, non pas parce que j'étais le plus violent, mais parce que je voyais les angles morts, les risques que personne d'autre ne calculait. Je suis devenu celui qui anticipait les problèmes. Et un jour, j'ai compris que la meilleure façon d'anticiper un problème, c'était de le créer soi-même, mais de manière contrôlée. La première fois que je l'ai fait, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. C'était pour un type de La Chapelle,
un indépendant qui commençait à empiéter sur notre territoire et qui, en plus, était un consommateur instable. Un vrai risque. J'ai acheté une puce prépayée dans un taxiphone de Belleville. J'ai appelé le 17 avec une voix modifiée, en me faisant passer pour une ex-copine vengeresse. J'ai donné son nom, l'adresse de sa planque, les horaires de ses livraisons. 2 jours plus tard, il faisait la une du Parisien. 20 kilos de coke saisis, un baron local sous les verrous. Dans le réseau, tout le monde a cru à un coup de chance des stupes. Moi, je savais. J'ai ressenti un vertige, un pouvoir absolu et dégueulasse. J'étais devenu un fantôme dans la machine. Je décidais de la vie et de la mort, ou du moins de la liberté des autres. Maintenant, j'entends des pas, lents, sur le palier. Pas des pas de flics, lourds et organisés. Non, ça, c'est autre chose. C'est des pas silencieux, méthodiques. Ils savent où je suis. Le son du métal des escaliers de service résonne dans ma tête. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'ils l'entendent à travers la porte. Mon erreur, ça a été de croire que j'étais indispensable. Je suis devenu si efficace, si essentiel à la survie du système, que j'ai commencé à voir plus haut. J'ai compris que les patrons que je protégeais, les caïds de cité, n'étaient eux-mêmes que des fusibles. Au-dessus d'eux, il y avait d'autres hommes, des gens invisibles, qui ne vivent pas dans le 9-3, qui ne sentent jamais l'odeur d'un hall d'HLM. Des hommes en costume, avec des contacts politiques, des entrées dans la police elle-même. Les sacrifices que j'organisais ne servaient pas seulement à nettoyer le réseau, ils servaient aussi à protéger ces gens-là, à détourner l'attention. Un jour, on m'a demandé de donner quelqu'un. Pas un traître, pas une tête brûlée. Un des nôtres, un frère, loyal depuis le début. Son seul crime? Il avait, par accident, livré une voiture à la mauvaise adresse et avait vu le visage d'un de ces hommes de l'ombre. Il était devenu un témoin. On m'a ordonné de le sacrifier. J'ai refusé. C'était la ligne que je ne pouvais pas franchir. Et c'est là que j'ai signé mon arrêt de mort. Le silence dehors est total maintenant. Les pas se sont arrêtés, juste devant ma porte. Je n'entends plus rien, pas même les sirènes au loin, juste le bourdonnement du frigo. Et ma propre respiration. Ils sont là. Mon histoire, elle ne commence pas avec une arme ou un kilo de coke. Elle commence avec une odeur. L'odeur de la cage d'escalier de la Tour 12, cité des 4000 à la Courneuve. Un mélange de béton froid, de pisse séchée dans les coins et de la friture du voisin du 3e. C'était l'air que je respirais chaque matin en allant à l'école et chaque soir en rentrant. J'ai grandi dans le 9-3, la Seine-Saint-Denis, ce département dont on ne parle qu'à la rubrique des faits divers. Pour les gens de Paris, de l'autre côté du périphérique, on était une sorte de zoo. Ils venaient parfois en RER pour voir le Stade de France, puis repartaient vite en verrouillant leurs portières. Mon horizon, c'étaient les autres barres d'immeubles, des murs gris qui coupaient le ciel en morceaux. Je n'ai jamais vu la mer avant mes 18 ans. Mon océan, c'était le bitume, et les vagues, c'étaient les sirènes des voitures de la BAC qui déchirèrent la nuit. On apprend à vivre avec. On apprend à reconnaître le son d'une sirène qui chasse de celui d'une sirène qui patrouille. C'est la première compétence de survie qu'on acquiert ici, bien avant de savoir lire ou compter. C'est ça, le début. Pas de grand drame, pas de tragédie shakespearienne. Juste le poids du béton et le sentiment permanent d'être enfermé dehors. Mon père, c'était un fantôme, une photo sur la cheminée et des histoires que ma mère racontait pour ne pas dire qu'il s'était tiré. Elle se tuait à l'usine,
des ménages la nuit, tout ce qu'elle pouvait trouver pour qu'on ait quelque chose dans nos assiettes. Je la voyais rentrer le matin, les traits tirés, l'odeur de javel sur les mains. Elle ne se plaignait jamais, mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait renoncé. Elle espérait juste que je m'en sorte, que je sois différent. Le problème, c'est que l'école, censée être ma porte de sortie, était une autre prison. Les profs, pour la plupart, avaient déjà baissé les bras. Ils venaient faire leurs heures, nous balançaient des cours qui n'avaient aucun sens pour nous, et repartaient vite dans leur pavillon de banlieue plus calme. Certains essayaient, sincèrement. Mais comment tu veux expliquer Molière à un gamin qui a vu son voisin se faire embarquer menotté la veille? La vraie éducation, la vraie hiérarchie, elle ne se passait pas dans la salle de classe. Elle se passait en bas, dans le hall, sous le néon qui grésillait. C'est là que j'ai vu pour la première fois les grands frères. Ils ne criaient pas, ils ne couraient pas. Ils étaient calmes, posés, et tout le monde les respectait. Leur pouvoir était palpable, plus réel que celui du proviseur ou du maire. Les grands du quartier, c'étaient nos modèles, nos seules figures de réussite. Ils avaient les belles voitures garées en bas, les dernières paires de Nike, les filles qui leur tournaient autour. Ils représentaient tout ce qu'on nous disait impossible à atteindre. Je les observais des heures depuis ma fenêtre. Je décortiquais leurs codes, leur façon de parler, de se tenir. Il y avait les caïds, les grosses gueules, et puis il y avait les autres, plus discrets, ceux qui semblaient tirer les ficelles en silence. C'est eux qui m'intéressaient. Un jour, j'avais peut-être 13 ans, l'un d'eux, que tout le monde appelait le professeur, parce qu'il était le seul à avoir eu son bac, m'a vu traîner. Il ne m'a pas parlé comme à un gamin. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Tu passes ton temps à regarder? Tu vois quoi ?» J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. J'ai décrit les rondes de la BAC, leurs horaires, la voiture banalisée qui se garait toujours au même endroit. J'avais tout noté dans ma tête. Il a eu un petit sourire. Il ne m'a rien dit de plus. Mais le lendemain, un autre grand est venu me voir. Il m'a mis un vieux Nokia dans la main et m'a dit « Tu te mets sur le toit. Si tu vois quelque chose, t'appelles ce numéro et tu dis juste « café » et tu raccroches. » C'était mon premier job. J'étais devenu un chouf. Faire le guet, c'est l'école du crime. C'est là que tu apprends les bases, la patience, l'observation, la discipline. Des heures dans le froid, sur un toit plat qui puait le goudron, avec pour seule compagnie le vent et les antennes paraboliques. Tu apprends à faire la différence entre une voiture de résident et une voiture suspecte. Tu apprends à reconnaître un flic en civil à sa démarche, à sa façon de regarder autour de lui. Au début, l'adrénaline te tient éveillé, la peur de mal faire, de se faire prendre. Puis, ça devient une routine mortelle. Tu vois les transactions en bas, les liasses de billets qui changent de main, les sachets. Tu vois la misère des toxicos qui viennent gratter leur dose. Tu vois la violence, les règlements de compte pour un territoire ou une dette. Et petit à petit, tout ça devient normal. Le cerveau a cette capacité incroyable à anesthésier la conscience. Le bien, le mal, ça devient des concepts flous, des luxes pour les gens qui ont le ventre plein et un toit sûr au-dessus de leur tête. Pour nous, il n'y avait que deux catégories, ceux qui s'en sortent et les autres. J'avais choisi mon camp. Je ne voulais plus jamais faire partie des autres. La première fois que j'ai tenu une arme, c'était 1 an plus tard. Ce n'était même pas pour moi. Le professeur m'avait appelé. Il était calme, comme toujours. Il m'a donné un sac de sport et m'a dit de le ramener dans une cave, à l'autre bout de la cité.
Ne l'ouvre pas. Ne parle à personne. Marche normalement. Bien sûr, la première chose que j'ai faite une fois seul dans la cage d'escalier, c'est de l'ouvrir. À l'intérieur, enroulé dans un chiffon gras, il y avait un pistolet automatique. Un vieux Tokarev russe. Il était lourd, plus lourd que ce que j'imaginais. Froid. L'odeur de l'huile et du métal. Je ne l'ai pas sorti du chiffon, mais je l'ai senti. J'ai senti son poids. Ce n'était pas un jouet. C'était un objet qui pouvait effacer des vies. J'ai eu la nausée. J'ai refermé le sac et j'ai fait ce qu'il m'avait dit. Mais quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus un jeu. Tenir cette arme, même juste son poids à travers un sac, c'était comme signer un contrat. Un contrat qui disait que j'acceptais les règles, toutes les règles, y compris les plus laides. Ce jour-là, l'enfant en moi est mort, dans cette cage d'escalier qui puait la pisse et le désespoir. Mon ascension n'a pas été fulgurante, elle a été lente, méthodique. J'ai continué à observer, à apprendre. J'ai compris que la clé, ce n'était pas la violence, mais l'information et la discrétion. Pendant que les autres frimaient avec leurs scooters TMAX volés et leurs chaînes en or, je restais en retrait. J'écoutais les conversations, je notais qui était fiable, qui était une balance potentielle, qui avait des dettes. Je suis devenu une sorte de base de données humaines pour le professeur. Il a commencé à me confier des tâches plus importantes, gérer les stocks dans les planques, récupérer l'argent des points de vente. Je n'ai jamais touché à la drogue. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. J'étais clean, concentré. Ça me donnait un avantage. J'avais l'esprit clair. Je voyais les failles dans notre organisation, les risques inutiles que certains prenaient par ego. Je lui en parlais, je lui proposais des solutions. Mettre en place des systèmes de relais pour les livraisons, changer les puces des téléphones toutes les semaines, utiliser des codes simples. Il m'écoutait. J'étais en train de passer du statut de simple soldat à celui de tacticien. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la vraie nature du pouvoir. Le premier, Go Fast, c'est un baptême du feu, une expérience qui te reconfigure le cerveau. On était 3 dans une Audi RS6 surpuissante, volée en Allemagne. Moi, j'étais à l'arrière, le talkie-walkie grésillant à la main, en contact avec la voiture ouvreuse qui était 30 km devant nous. Le coffre était rempli de centaines de kilos de résine de cannabis. On a passé la frontière espagnole à l'aube, et puis c'est l'autoroute A9, à plus de 250 km/h. Le paysage n'est plus qu'un trait flou, le bruit du moteur te remplit la tête, les vibrations te parcourent tout le corps. Tu ne penses plus, tu es pur instinct, pure adrénaline. Chaque aire de repos est une menace potentielle. Chaque voiture qui te double peut être celle des douanes ou des gendarmes. Tu te sens à la fois invincible et incroyablement vulnérable. On a traversé la France en quelques heures, un missile furtif sur le réseau autoroutier. Quand on est arrivé sur le périphérique parisien, au lever du soleil, et qu'on a livré la marchandise dans un parking souterrain de Saint-Denis, j'ai eu l'impression de revenir d'une autre planète. J'ai touché ma première grosse prime ce jour-là, assez pour que ma mère arrête de faire des ménages pendant 1 an. C'est comme ça qu'on se justifie. C'est comme ça que le poison devient un remède. La violence à l'école, c'était une caricature de ce qui nous attendait. Des coups de poing dans la cour, une réputation à défendre, des regards qui te défient. Mais ça restait un jeu d'enfant. La première fois que j'ai vu la vraie violence, la violence froide et professionnelle du milieu, j'ai vomi. C'était un petit de la cité d'à côté qui avait essayé de monter son propre business sur notre territoire. Ils ne l'ont pas tué,
C'était trop salissant. Ils l'ont emmené dans une cave. On était une dizaine à regarder pour que la leçon soit bien comprise. Le professeur était là, silencieux. Il ne participait pas, mais sa présence validait la chose. Ils lui ont méthodiquement brisé les 2 genoux avec une batte de baseball. Je n'oublierai jamais le bruit, le son mat des os qui cèdent, et les cris, des cris qui n'avaient plus rien d'humain. Personne ne disait rien. On regardait, le visage fermé. C'était une démonstration de force, une procédure administrative de la rue. Quand c'était fini, ils l'ont laissé là, gémissant dans son sang. En sortant de la cave, le professeur a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « L'ordre a un coût. Ne l'oublie jamais. » Ce soir-là, j'ai compris que je faisais partie d'un État dans l'État, avec ses propres lois, ses propres tribunaux et ses propres bourreaux. La discrimination, on baignait dedans depuis la naissance. Elle avait plusieurs visages. Il y avait le flic qui te contrôlait 3 fois par jour, juste pour ton apparence, le contrôle au faciès, qui n'était rien d'autre qu'une humiliation ritualisée. Il y avait l'employeur potentiel, qui jetait ton CV à la poubelle en voyant ton adresse dans le 93. Il y avait la fille dans le métro, qui serrait son sac plus fort quand tu t'asseyais à côté d'elle. Au début, ça te met en colère. Une rage sourde, impuissante. Tu as envie de hurler que tu n'es pas le cliché qu'il voit. Mais à force, la colère se transforme en autre chose, en un cynisme froid. Tu finis par te dire, puisque vous me voyez comme un monstre, alors je vais être le meilleur des monstres. Le crime, pour beaucoup d'entre nous, ce n'était pas un choix, c'était une conséquence logique. C'était la seule porte qui nous était vraiment ouverte, la seule voie où notre code postal et notre couleur de peau n'étaient pas un handicap, mais parfois même un atout, une marque de crédibilité. Le système nous avait rejetés, alors on a créé notre propre système, avec nos propres règles. Et mon talent, j'allais le découvrir, c'était de comprendre les règles des 2 systèmes, celui de la rue et celui de l'État, pour les faire jouer l'une contre l'autre. Mon premier véritable acte de trahison, celui qui a défini tout ce que je suis devenu par la suite, n'a pas été spectaculaire. C'était petit, mesquin, chirurgical. Il y avait un type dans notre équipe, Merdi, une tête brûlée. Il était efficace, mais il parlait trop. Il se vantait de nos coups dans les bars à chicha de Belleville. Il dépensait son argent de manière trop visible. Il était un risque. Il attirait l'attention. Les autres grands voulaient lui donner une leçon, le genre de leçon qui se termine dans une cave. Mais je savais que ça ferait du bruit, que ça déclencherait une enquête. J'ai proposé une autre solution au professeur. Une solution plus propre. J'ai utilisé une puce prépayée, achetée dans un taxiphone près de Barbès. J'ai passé un appel anonyme au commissariat du 19e arrondissement. J'ai donné l'immatriculation de sa voiture et l'adresse d'une de nos planques secondaires, où je savais qu'il allait passer récupérer une petite quantité de marchandises. J'ai juste dit qu'un deal allait avoir lieu. 2 heures plus tard, la BAC l'accueillit en flagrant délit. Il a pris 2 ans ferme. Pour le réseau, c'était un simple accident, un coup de malchance. Personne n'a jamais su, sauf le professeur et moi. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. Je ne serai pas le soldat, je serai l'architecte. Le plus terrifiant, c'est la lenteur avec laquelle la morale s'efface. Ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur off. C'est une pente douce, presque imperceptible. Au début, tu te trouves des excuses. Je fais ça pour ma mère. C'est juste pour un temps. De toute façon, ils l'ont bien cherché. Chaque acte est justifié par le précédent et prépare le suivant.
Le premier billet de 50 € gagné en faisant le guet te semble une fortune. Puis tu t'habitues. Bientôt, il t'en faut plus. Tu passes à la livraison, puis à la gestion d'un point de vente. L'argent devient une abstraction, des chiffres dans un carnet. La violence que tu vois devient banale, un simple outil de gestion. La peur que tu inspires chez les autres devient une drogue, une confirmation de ton statut. Tu commences à voir les gens non plus comme des êtres humains, mais comme des pions sur un échiquier, des atouts ou des menaces, des problèmes à résoudre ou des opportunités à saisir. Tu te regardes dans le miroir un matin et tu ne reconnais plus le gamin que tu étais. Tu vois quelqu'un de plus dur, de plus froid. Le pire, c'est que ça ne te dérange même pas. C'est le prix de la survie, te dis-tu. C'est le prix pour ne plus jamais sentir l'odeur de la pisse dans la cage d'escalier. Le professeur a été mon mentor. Il m'a tout appris, mais pas de la manière dont on l'imagine. Il ne m'a jamais appris à tirer ou à me battre. Il m'a appris à penser. Il me donnait des livres à lire. Machiavel, Sun Tzu. On passait des nuits entières dans l'arrière-salle d'un café à Aubervilliers à discuter de stratégie. Il me disait toujours « La force brute, c'est pour les idiots. Un vrai chef ne se salit pas les mains. Il fait en sorte que les autres fassent le sale boulot pour lui. Et si possible, en pensant que c'est leur propre idée. C'est lui qui a planté en moi la graine de cette idée folle, utiliser la police. Il avait remarqué que les flics, surtout les brigades comme la BRI ou les STUP, étaient obsédés par les chiffres, par les belles affaires. Ils avaient besoin de succès à présenter aux médias et à leurs supérieurs. Il m'a dit « Si tu leur donnes une victoire facile de temps en temps, une victoire que tu contrôles, ils te laisseront tranquille sur les choses vraiment importantes. Mieux, ils nettoieront le terrain pour toi. » Au début, je pensais qu'il était fou. Donner un des nôtres, c'était la trahison ultime. Mais j'ai fini par comprendre sa logique glaciale. Ce n'était pas de la trahison, c'était de la gestion des ressources humaines. Mon premier sacrifice officiel, validé par le professeur, a été bien plus important que celui de Merdi. Il s'agissait d'une équipe concurrente des Balkans qui commençait à s'implanter sur nos territoires, du côté de la porte de la chapelle. Ils étaient violents, bien organisés, et commençaient à nous coûter cher. Une guerre ouverte aurait été un bain de sang et aurait attiré toutes les polices de Paris sur nous. J'ai passé des semaines à les observer, à cartographier leurs habitudes, leurs planques, leurs circuits de livraison. J'ai rassemblé toutes les informations dans un dossier, comme un vrai flic l'aurait fait. J'ai ensuite utilisé un intermédiaire, un avocat véreux que le professeur connaissait, pour faire fuiter le dossier de manière anonyme à un officier ambitieux de l'office anti-stupéfiants. On lui a servi une opération clé en main. Une semaine plus tard, les chaînes d'infos en continu tournaient en boucle sur le démantèlement d'un vaste réseau de trafic d'héroïne. 20 arrestations, des armes et des kilos de drogue saisis. Le ministre de l'Intérieur s'est fendu d'un communiqué triomphant. Dans notre cité, on a sabré le champagne. On venait de gagner une guerre sans tirer une seule balle. Et j'étais le général invisible de cette victoire. J'avais goûté à un pouvoir bien plus grisant que celui de l'argent ou de la violence. Le pouvoir de la manipulation. Je repense souvent à ce point de bascule. Le moment où tu cesses d'être une victime des circonstances et où tu deviens un acteur conscient du système. Pour moi, ce n'était pas un seul événement, mais une succession de petites décisions, de petites lâchetés, de petites compromissions. Le mensonge à ma mère sur l'origine de l'argent. Le silence quand un ami se faisait tabasser pour une dette.
l'acceptation tacite de la violence comme une chose normale. Chaque fois, une petite partie de mon âme s'éteignait. Je me suis construit une armure de cynisme pour ne pas sentir la brûlure. Je me suis convaincu que je n'avais pas le choix, que c'était la seule façon de m'en sortir, de protéger les miens. Mais c'est un mensonge. Il y a toujours le choix. J'aurais pu choisir de rester le gamin qui se faisait racketter, qui baissait les yeux. J'aurais pu choisir de finir comme ma mère, usé par un travail sans reconnaissance. J'ai choisi la troisième voie, celle du pouvoir. Mais ce pouvoir a un prix. Il t'isole. Tu ne peux plus faire confiance à personne, car tu sais mieux que quiconque comment la confiance peut être trahie. Tu deviens un fantôme parmi les vivants, observant tout, ne ressentant plus rien. La structure que nous avions mise en place était devenue une machine presque parfaite. Le professeur était le cerveau, le stratège. J'étais son bras droit, l'opérateur. J'étais celui qui mettait l'huile dans les rouages, qui identifiait les problèmes avant qu'ils n'explosent. Et mon principal outil, mon scalpel, c'était devenu la police elle-même. Je tenais une comptabilité parallèle. D'un côté, les profits du réseau. De l'autre, les sacrifices nécessaires à sa survie. Un petit dealer qui devenait trop arrogant, une information anonyme sur sa planque, et la BAC s'en chargeait. Une équipe qui refusait de payer sa taxe, on faisait en sorte qu'une de leurs livraisons croise, par hasard, la route des douanes sur l'autoroute. On les utilisait comme un service de nettoyage. Ils faisaient le sale boulot, prenaient les risques, et en plus, ils étaient contents. Ils obtenaient leurs statistiques, leurs promotions, leurs médailles. C'était un système gagnant-gagnant, une symbiose parfaite et monstrueuse. Le préfet de police parlait de résultats exceptionnels dans la lutte contre le trafic, sans se douter qu'il était le principal garant de la stabilité de notre monopole. J'étais devenu le régulateur invisible du crime dans le nord de Paris. Et puis, un jour, le professeur a disparu. Pas de corps, pas de message. Il s'est volatilisé. Certains ont dit qu'il s'était retiré au Maroc, avec assez d'argent pour plusieurs vies. D'autres ont murmuré qu'il avait été éliminé par les fameux « hommes de l'ombre » au-dessus de nous, parce qu'il en savait trop. Sa disparition m'a laissé seul aux commandes opérationnelles. J'ai hérité de tout le système, de tout le fardeau. C'est là que j'ai commencé à comprendre que même au sommet de notre pyramide, nous n'étions que des pions. Le professeur m'avait appris à manipuler les autres, mais il avait omis de me dire que lui aussi, et par conséquent moi, étions manipulés par des forces bien plus puissantes. Des gens qui ne mettaient jamais les pieds dans une cité, qui ne sentaient jamais l'odeur du béton froid. Des gens en costume qui, depuis leur bureau parisien, tiraient les vraies ficelles, bénéficiaient de nos activités et nous utilisaient comme des fusibles. J'avais cru devenir le maître du jeu, mais je n'étais qu'un joueur sur un échiquier beaucoup plus grand. Et j'allais bientôt découvrir que dans ce jeu-là, quand on n'est plus utile, on est retiré de la partie. Définitivement, la disparition du professeur m'a laissé un vide immense et une place à prendre. Du jour au lendemain, je suis passé de l'ombre à la lumière crue des responsabilités. J'étais le nouveau régent, le garant de l'équilibre qu'il avait mis des années à construire. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut revenir en arrière, bien avant les sacrifices et les manipulations politiques. Après avoir été chouf, le guetteur sur les toits, j'ai été promu charbonneur, le coureur. Ma mission était simple, prendre la marchandise d'un point A, une planque dans une cave humide d'Aubervilliers,
et l'amener à un point B, un point de vente dans un hall d'immeuble à Saint-Denis. C'était un travail de fantôme. Tu dois être invisible. Pas de TMAX rutilant, pas de survêtement de marque. Une vieille Clio discrète, un visage passe-partout, et surtout une ponctualité de métronome. La peur était ma compagne de route. Chaque voiture de la BAC qui croisait mon chemin me donnait des sueurs froides. Chaque contrôle de police potentiel était un arrêt cardiaque. J'ai appris à maîtriser cette peur, à la transformer en une hypervigilance. J'ai aussi appris la première règle du réseau. La confiance n'existe pas. Il n'y a que des intérêts communs et la certitude que la trahison coûte plus cher que la loyauté. L'humiliation est un outil de management puissant dans ce milieu. Elle grave les règles dans ta chair. Je me souviens d'un jeune, à peine 18 ans, qui avait gratté quelques grammes sur une livraison pour sa consommation personnelle. Une erreur de débutant. Le professeur ne l'a pas fait tabasser. C'était trop simple, trop rapide. Il l'a convoqué au milieu de la place, là où tout le monde pouvait voir. Il l'a forcé à se mettre à genoux et à s'excuser. Puis, il a sorti une liasse de billets de sa poche, l'a jetée par terre et a ordonné au gamin de la ramasser avec sa bouche, billet par billet, sous les regards méprisants de tous ceux qui, la veille encore, le considéraient comme un collègue. Le gamin pleurait en silence, de la boue sur les lèvres. Il n'a plus jamais volé un centime. Cette scène m'a appris que la peur physique est éphémère, mais la honte, elle, est un poison qui reste. La loyauté que le professeur inspirait n'était pas de l'amour ou du respect, c'était la peur panique de se retrouver à genoux, à ramasser des billets avec sa bouche. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée quand j'ai dû, à mon tour, faire respecter l'ordre. Mon passage de charbonneur à la gestion de la sécurité s'est fait grâce à mon obsession pour les détails. Je n'étais pas le plus costaud, mais j'étais celui qui remarquait la voiture banalisée, qui passait un peu trop souvent, celui qui insistait pour changer les lieux de rendez-vous à la dernière minute. Le professeur a vu ça. Il m'a retiré de la rue pour me mettre à ses côtés. Mon nouveau rôle était de protéger le business, pas seulement des flics, mais aussi de nous-mêmes. Je suis devenu responsable de ce qu'on appelait le service de l'ordre. Ma première mission a été de gérer l'extorsion d'un propriétaire de garage à la porte de Clignancourt, qui refusait de payer sa taxe de tranquillité. Je n'y suis pas allé avec des battes de baseball. Je suis allé le voir seul, en costume, dans son bureau qui sentait l'huile de vidange. Je ne l'ai pas menacé. Je lui ai simplement posé sur son bureau des photos de sa fille sortant de son lycée dans le 16e arrondissement. Des photos prises de loin, très professionnelles. Je lui ai expliqué que la sécurité de sa famille était primordiale et que nous étions là pour y veiller, moyennant une modeste contribution. Il a pâli, il a payé. C'était ça, mon nouveau travail, transformer la peur brute en une angoisse psychologique bien plus efficace. Le réseau n'était pas qu'une affaire de drogue. C'était un conglomérat du crime, une holding de l'illégalité. Le professeur m'a ensuite confié la supervision des revenus liés à la prostitution. Notre rôle n'était pas de gérer les filles directement, c'était trop risqué et trop sale. Nous laissions ce travail aux macros, les proxénètes qui tenaient les rues autour de Strasbourg-Saint-Denis ou de Belleville. Nous étions au-dessus. Nous leur vendions une protection. Protection contre les bandes rivales et surtout protection contre les descentes de police trop zélées. J'avais des rendez-vous hebdomadaires avec ces types, souvent dans des cafés miteux derrière les grands boulevards. Ils me donnaient une enveloppe épaisse, le fruit de l'exploitation de dizaines de femmes. Je ne regardais jamais les filles.
Je ne voulais pas voir leurs yeux vides, leur humanité brisée. Pour moi, elles n'étaient qu'une ligne dans un tableur, un flux de trésorerie. C'est le seul moyen de ne pas devenir fou. Se détacher, compartimenter, ne voir que les chiffres. Mais parfois, la nuit, dans mon appartement silencieux, je revoyais leurs visages. Et je devais boire pour trouver le sommeil. C'était la première fissure dans mon armure de cynisme, la preuve qu'une partie de moi n'était pas encore complètement morte. L'apogée de ma carrière de logisticien a été l'organisation d'un go fast d'une ampleur inédite. Il ne s'agissait plus de quelques centaines de kilos de cannabis, mais de près d'1 tonne en provenance du sud de l'Espagne. Une opération à plusieurs millions d'euros. Le professeur m'a donné carte blanche. Pendant 1 mois, j'ai travaillé comme un chef d'état-major, préparant une invasion. J'ai mis en place une flotte de 4 voitures, une ouvreuse très en avant pour repérer les douanes, 2 voitures porteuses surpuissantes, des Audi RS6 et une Mercedes AMG, et une voiture balai derrière, prête à créer une diversion ou à bloquer la route en cas de poursuite. J'ai équipé chaque voiture de téléphone crypté avec des puces activées 30 minutes avant le départ. J'ai même corrompu un employé d'une station-service sur l'autoroute pour qu'il nous garantisse un ravitaillement ultra rapide et discret, loin des caméras. Le jour J, j'étais dans un appartement à Paris, devant une carte, coordonnant tout à distance. Chaque message, chaque point de passage validé faisait monter la pression. Quand les voitures sont enfin arrivées dans le parking souterrain de notre entrepôt à Saint-Ouen et que j'ai vu les coffres remplis à ras-bord, j'ai ressenti un sentiment de puissance absolue. J'avais plié la réalité à ma volonté. C'est après ce succès que le professeur a commencé à me montrer l'étage supérieur. Il m'a emmené à un rendez-vous, non pas dans une cité ou un bar de banlieue, mais dans le salon privé d'un grand hôtel près de la Madeleine. L'air y était feutré, l'odeur était celle du cuir et de l'argent. Il m'a demandé de l'attendre dans le couloir, précisant « Tu ne dis rien, tu ne regardes personne dans les yeux, tu n'es qu'un meuble. » J'ai attendu, debout, pendant 1 heure. J'ai vu un homme arriver, la cinquantaine, costume gris impeccable, chaussures cirées, une mallette en cuir à la main. Il ne ressemblait à aucun gangster que je connaissais. Il avait l'air d'un avocat d'affaires, d'un haut fonctionnaire. Il est entré dans le salon. Je n'entendais que des murmures. 20 minutes plus tard, il est ressorti, sans sa mallette, et a disparu dans un taxi. Le professeur est sorti à son tour, l'air détendu. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers le 93, le silence était lourd. J'ai fini par craquer et demander qui était cet homme. Le professeur a eu un sourire étrange et a simplement dit « C'est un de nos actionnaires. Il s'assure que le conseil d'administration est satisfait. » C'est la première fois que j'ai compris que nous n'étions pas les patrons. Nous n'étions que des gérants. Cette révélation a tout changé. Mon ambition, ma fierté d'avoir gravi les échelons, tout cela m'a semblé soudainement dérisoire. J'avais cru conquérir un royaume, alors que je n'étais que le contremaître d'une plantation dont je ne verrais jamais le vrai propriétaire. Le professeur, sentant mon trouble, a décidé de m'éduquer. Il m'a expliqué la véritable structure du pouvoir. « Nous, m'a-t-il dit un soir, nous sommes la façade visible, le paratonnerre. Nous prenons les risques, nous gérons la violence, nous faisons la une des journaux. Au-dessus de nous, il y a eux, les invisibles, des gens de la haute, des politiques qui ont besoin de financements occultes, des flics haut placés qui monnaient leurs informations, des hommes d'affaires qui blanchissent notre argent dans des projets immobiliers.
Nous leur garantissons un flux d'argent constant et surtout la paix sociale. Notre rôle, c'est de contenir la violence dans nos quartiers pour qu'elle ne déborde pas de l'autre côté du périphérique. Nous sommes les gardiens du zoo et nous sommes payés pour que les animaux ne s'échappent pas. Il a dit ça froidement, sans émotion, comme s'il décrivait le fonctionnement d'un moteur. J'ai alors compris la vraie nature de ma mission, la raison d'être de ma stratégie de sacrifice. Les coups de filet que j'organisais ne servaient pas seulement à purger le réseau de ces éléments faibles, ils servaient un objectif bien plus grand. Ils étaient des offrandes faites à nos maîtres invisibles. Quand un politique avait besoin de montrer sa fermeté avant une élection, on lui servait une belle affaire, sur un plateau. Un de nos concurrents, ou même un de nos propres lieutenants devenus trop gourmands, était sacrifié sur l'autel de la communication politique. Les flics obtenaient leur médaille, le ministre se félicitait à la télévision, et l'opinion publique était rassurée. Pendant ce temps, l'essentiel de notre business continuait de tourner à plein régime, protégé par ceux-là même qui prétendaient nous combattre. J'étais devenu le grand prêtre d'un culte macabre, choisissant les victimes pour apaiser des dieux que je n'avais pas le droit de voir. La police n'était pas mon scalpel, c'était l'instrument du sacrifice. Et je réalisais avec horreur que si un jour je devenais inutile ou gênant, je serais le prochain sur l'autel. La loyauté dans la bande est une illusion complexe, bâtie sur un mélange de peur, de respect et de fraternité née dans l'adversité. On grandit ensemble, on a partagé les mêmes galères, les mêmes cages d'escalier froides. Ça crée des liens, des vrais. Tu es prête à mourir pour le mec à côté de toi, parce que tu sais qu'il ferait la même chose. Mais cette fraternité a des limites. La limite, c'est le business. Quand les sommes deviennent astronomiques, quand la paranoïa s'installe, les liens se fissurent. La règle numéro 1, non écrite mais comprise par tous, c'est que le réseau passe avant tout. Avant les amis, avant la famille. Parce que si le réseau tombe, tout le monde tombe. C'est cette logique qui permet de justifier l'impensable. C'est au nom de cette règle que j'ai envoyé des frères en prison. Je me disais que c'était pour le bien commun, pour la survie de l'ensemble. C'était un mensonge confortable que je me racontais pour pouvoir me regarder dans la glace. La vérité, c'est que chaque trahison était une petite mort. La mort d'une partie de moi, de l'idéal de loyauté sur lequel j'avais tout construit. L'argent, au début, c'est le but. C'est la raison pour laquelle tu prends tous ces risques. C'est pour sortir ta mère de son HLM, pour t'acheter la voiture dont tu rêvais, pour ne plus jamais avoir à regarder les prix au restaurant. La première fois que j'ai eu 100 000 € en cash dans un sac, j'ai eu l'impression d'être le roi du monde. Je suis resté des heures à le regarder, à le toucher. Mais très vite, l'argent perd son sens. Ça devient juste des chiffres, des piles de papier qu'il faut constamment cacher, blanchir, réinvestir. Ça devient un fardeau. Ce qui te rend accro, ce n'est plus l'argent lui-même, c'est le pouvoir qu'il procure. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de faire peur, le pouvoir de changer le destin des gens d'un simple coup de fil. C'est une drogue bien plus puissante que la cocaïne. Tu t'habitues à être obéi, à être craint, et tu ne peux plus t'en passer. Le problème, c'est que tu finis par croire que ce pouvoir t'appartient. Tu oublies que tu n'es qu'un locataire, et que les vrais propriétaires peuvent te mettre à la porte ou te faire disparaître quand ils le décident. La corruption policière n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas de mallette de billets échangés dans un parking sombre. C'est bien plus subtil, plus insidieux.
Ça commence par un tuyau, un flic de la BAC, endetté par le jeu, qui te prévient d'une descente imminente en échange de quelques milliers d'euros. Puis ça monte en grade. Un officier des stupes qui ferme les yeux sur un conteneur au port du Havre parce que sa fille a besoin d'un traitement médical coûteux. Un autre qui te fournit des informations sur les enquêtes en cours, te permettant d'avoir toujours un coup d'avance. J'étais devenu le gestionnaire de ce portefeuille de corruption. Je connaissais les faiblesses de chacun, les dettes, les maîtresses, les ambitions. Je ne les menaçais jamais. Je leur proposais des solutions à leurs problèmes. Ils se sentaient redevables, pas corrompus. C'est la clé. Ils se persuadaient qu'ils ne trahissaient pas leur badge, qu'ils faisaient juste un petit écart pour une bonne raison. Mais une fois qu'ils avaient mis le doigt dans l'engrenage, ils étaient à nous. Ils devenaient mes employés les plus précieux et les plus dangereux. Il y a eu une opération qui a failli tout faire basculer. Une livraison d'armes de guerre en provenance des Balkans. Des kalachnikovs, des explosifs. Le genre de matériel qui intéresse non seulement la BRI, mais aussi les services de renseignement. Un de nos contacts à la préfecture, un type très haut placé, nous a prévenu que nous étions sous haute surveillance, qu'une équipe du RAID se préparait à intervenir. L'ordre des actionnaires a été clair. Il fallait annuler l'opération et faire profil bas. Mais une partie de l'équipe, des jeunes têtes brûlées qui ne voyaient que le profit, voulait passer en force. J'ai dû prendre une décision en une fraction de seconde. J'ai obéi aux ordres d'en haut. J'ai sacrifié la marchandise et l'équipe qui devait la réceptionner. J'ai donné une information anonyme, mais cette fois, pas à un petit commissariat, directement à la DGSI. L'assaut du raid a été filmé par toutes les télés. Un coup de filet antiterroriste spectaculaire. Les jeunes qui voulaient passer en force ont été arrêtés. J'ai sauvé le réseau et obéi à nos maîtres. Mais ce jour-là, j'ai compris que la laisse autour de mon cou s'était resserrée. Je n'étais plus un stratège, j'étais un exécutant. Le professeur m'avait appris à lire Machiavel. Il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. J'ai bâti toute ma carrière sur ce principe. Je n'ai jamais cherché à être aimé de mes hommes. Je cherchais leur obéissance, leur efficacité. J'étais juste, mais froid. Je récompensais la compétence et je punissais l'erreur sans état d'âme. Cette distance me protégeait. Elle m'empêchait de m'attacher, de laisser mes émotions interférer avec le business. Mais cette solitude a un coût. Tu finis par ne plus faire confiance à personne. Chaque sourire devient suspect. Chaque parole est analysée pour y déceler une intention cachée. Tu vis dans une citadelle de paranoïa. Et le soir, quand tu te retrouves seul dans ton appartement, trop grand et trop vide, le silence est assourdissant. Tu es entouré de soldats, de clients, de contacts, mais tu n'as pas un seul ami. Tu es le chef, mais tu es aussi le prisonnier le plus isolé de ta propre organisation. La peur que tu inspires aux autres finit par te dévorer de l'intérieur. Je me souviens d'une réunion au sommet, peu avant la disparition du professeur. Elle n'a pas eu lieu à Paris, mais à Bruxelles, dans une villa luxueuse, loin des regards. Il y avait des Français, des Hollandais, des Italiens, les têtes de plusieurs réseaux européens. Ils ne parlaient pas de drogue ou d'armes. Ils parlaient de logistique, d'optimisation des flux, de parts de marché. On aurait dit un séminaire de cadres supérieurs d'une multinationale. C'est là que j'ai vu l'ampleur de la machine. Nous n'étions qu'une filiale, la filiale française d'un cartel global. Et tous ces hommes, si puissants dans leurs pays respectifs,
répondait à une autorité encore supérieure, une sorte de conseil d'administration invisible dont personne ne prononçait jamais le nom. J'ai compris que le crime organisé à ce niveau n'a pas de nationalité, pas d'idéologie. Il n'a qu'une seule religion, le profit. Et ces dieux sont des banquiers à Genève, des avocats fiscalistes au Panama et des politiciens corrompus dans toutes les capitales. Nous, les mecs des cités, nous n'étions que la main-d'œuvre, la chair à canon au bas de la pyramide. La violence devient une langue. Quand les mots ne suffisent plus, quand une négociation échoue, elle prend le relais. J'ai appris à la parler couramment, même si je détestais ça. J'ai appris qu'il y a différents dialectes. Il y a la violence explosive et chaotique d'un règlement de compte entre petits dealers qui fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et il y a la violence froide, chirurgicale, presque administrative, que nous pratiquions. Quand quelqu'un devait être éliminé, ce n'était jamais par colère. C'était une décision d'entreprise, validée après une analyse coût-bénéfice. L'exécution était propre, rapide, sans témoin. Le corps était souvent retrouvé des mois plus tard, ou jamais. Je n'ai jamais personnellement appuyé sur la gâchette. Mon rôle était de donner l'ordre. Je ne sais pas ce qui est pire. Se salir les mains une fois, ou garder les mains propres, en ordonnant à d'autres de le faire à votre place. Je crois que c'est pire. Car le sang que vous ne voyez pas ne s'efface jamais de votre esprit. Il hante vos nuits, il crie dans vos silences. J'ai vu des hommes se briser, des types durs, des anciens qui avaient en fait de la prison, qui avaient vu la mort de près. Mais il y a toujours un point de rupture. Pour l'un, c'était de voir son jeune frère tomber dans la drogue qu'il vendait lui-même. Pour un autre, c'était une menace sur sa famille, la peur dans les yeux de sa propre fille. Pour beaucoup, c'était simplement l'usure, la tension permanente, l'impossibilité de dormir plus de 3 heures d'affilée, la paranoïa qui vous fait voir des ennemis partout. Le milieu vous prend tout. Il vous prend votre jeunesse, votre innocence, vos amours. Il vous donne de l'argent et du pouvoir, mais en échange, il dévore votre âme, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide, animée par la peur et l'habitude. J'ai vu cette lueur s'éteindre dans le regard de tant d'hommes, et j'ai commencé à la sentir vaciller dans le mien. Je continuais à avancer, à gérer, à planifier, mais le moteur tournait à vide. J'étais devenu un mort-vivant. L'incident qui a tout déclenché, ma prise de conscience finale, a été d'une banalité effrayante. J'étais à une réunion avec notre contact au sein de la police, un commissaire divisionnaire. On était dans un restaurant discret, à Neuilly. On discutait d'un sacrifice à venir, un petit réseau de l'Est qui nous faisait de l'ombre. Tout se passait comme d'habitude. Et puis, au moment de payer, sa carte de crédit a été refusée. Un simple incident technique. Mais j'ai vu la panique dans ses yeux. Ce type, qui pouvait faire tomber des têtes, qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur des dizaines de personnes, était terrifié à l'idée de ne pas pouvoir payer une addition de restaurant. Dans son regard, j'ai vu une faille. J'ai compris qu'il n'était pas un maître du jeu. Il était un esclave, comme moi. Esclave de son train de vie, de ses dettes, de ses secrets. Nous étions tous les deux des marionnettes, dansant pour des maîtres que nous ne connaissions même pas. La seule différence, c'est que lui portait un uniforme et moi un costume de gangster. Mais nos chaînes étaient faites du même métal. Le soir de cette réunion, en rentrant dans mon appartement sécurisé, j'ai réalisé la vérité dans toute sa brutalité. Je n'étais pas une pièce maîtresse sur l'échiquier. J'étais un pion très avancé, très puissant,
capable de prendre d'autres pièces, mais un pion quand même. Et le destin d'un pion, à la fin de la partie, c'est d'être sacrifié pour protéger le roi. Toute ma vie, toute mon ascension, toute mon intelligence stratégique ne servait qu'un seul but, servir de fusible. Le professeur avait disparu parce qu'il était devenu trop important. Il en savait trop. Mon tour viendrait. Que je sois efficace ou non n'avait aucune importance. Le jour où les actionnaires décideraient qu'un grand nettoyage était nécessaire, que mon nom était devenu trop connu, ou simplement qu'ils voulaient changer de gérant, je serais éliminé. Ou pire, je serais livré en pâture aux médias, présenté comme le cerveau d'un réseau démantelé, le trophée ultime pour un ministre de l'Intérieur en mal de popularité. Mon pouvoir n'était qu'un prêt. Et l'heure de rembourser approchait, avec des intérêts exorbitants. J'étais une pièce jetable dans une machine bien plus grande et bien plus froide que tout ce que j'avais pu imaginer. Après la disparition du professeur, un silence de mort s'est abattu sur le réseau. Un silence lourd, poisseux, plein de questions sans réponse et de regards en coin. Pendant des semaines, j'ai tenu la barre, gérant les affaires courantes, avec une paranoïa qui me rongeait les nuits. Je m'attendais à tout, une attaque d'un clan rival voulant profiter du vide, une trahison interne, une vague d'arrestations. Mais rien, le calme plat. C'était pire que la guerre. Et puis, un matin, j'ai reçu un message. Pas sur un de nos téléphones cryptés habituels, mais sur une application sécurisée dont je ne m'étais jamais servi. Installée sur un smartphone neuf, laissé pour moi dans la boîte aux gants d'une voiture. Le message était laconique. Une adresse dans le 8e arrondissement, 1 heure et un code. Pas de nom, pas de menace, pas de salutation. C'était froid, clinique, corporatiste. J'ai compris que ce n'était pas un rendez-vous du milieu. On ne se donnait jamais rendez-vous de l'autre côté du périphérique, dans les quartiers où l'air semble coûter plus cher. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Le vrai pouvoir ne m'avait pas oublié. Il me convoquait. Le professeur n'était pas parti en vacances. On l'avait remplacé. Et j'étais le prochain sur la liste pour l'entretien d'embauche ou pour la liquidation. Le trajet pour y aller a été le plus long de ma vie. Franchir le périphérique, c'était comme passer une frontière invisible. Quitter le territoire familier du bruit, du béton et de la tension pour entrer dans un monde de silence ordonné, de façades haussmanniennes et de richesses tranquilles. J'avais pris une voiture banale. J'étais habillé sobrement, mais je me sentais comme un animal sauvage, égaré dans un salon de thé. Chaque passant en costume, chaque femme élégante promenant son chien me dévisageait. Ou du moins, c'est l'impression que j'avais. Eux aussi faisaient partie du décor. Un décor conçu pour me rappeler que je n'étais pas d'ici, que j'étais une anomalie. L'odeur même de la rue était différente. Ça ne sentait pas le kebab ou les pots d'échappement des scooters, mais un mélange de parfums chers et de pierres de taille humide. Mon arme, nichée dans mon dos, me semblait soudain ridicule. Un jouet barbare face à la puissance feutrée qui émanait de ces murs. J'ai garé la voiture à 2 rues de là et j'ai marché, le cœur battant au rythme des sirènes lointaines de mon monde. Un son qui, ici, semblait incongru, presque vulgaire. Je n'étais plus un lieutenant craint et respecté. J'étais redevenu le petit de la cité, convoqué chez le proviseur. L'immeuble était d'une discrétion absolue. Aucune plaque, juste un interphone avec un seul bouton. J'ai tapé le code reçu par message. Le lourd portail en bois s'est ouvert sans un bruit sur une cour intérieure impeccable. Au fond, un hall d'entrée en marbre,
gardé non pas par un caïd, mais par un homme en costume gris à l'oreillette discrète, qui m'a simplement fait un signe de tête en direction de l'ascenseur. Pas un mot. Le silence était oppressant, une arme en soi. Dans l'ascenseur aux parois en bois laqué, je me suis regardé dans le miroir. J'avais le visage du mec qui va à l'abattoir. J'ai pensé à faire demi-tour, à disparaître, à prendre le premier train pour le sud et ne jamais revenir. Mais je savais que c'était inutile. Ces gens-là, ceux qui convoquent dans des immeubles comme celui-ci, leur bras est plus long que toutes les autoroutes de France. L'ascenseur s'est arrêté au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur un palier vide, avec une seule porte double en face. Elle s'est ouverte avant même que j'aie pu la toucher. Un autre homme en costume m'a fait signe d'entrer. J'étais entré dans le ventre de la bête, et je n'avais même pas encore vu ses dents. L'homme qui m'attendait n'avait rien d'un gangster. Il était assis derrière un immense bureau en verre, dans un bureau d'angle qui offrait une vue panoramique sur tout Paris. La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Tout ce que je voyais depuis les toits de ma cité, lui l'avait à ses pieds, comme une maquette. Il devait avoir la soixantaine, des cheveux gris impeccablement coiffés, un costume sombre qui valait plus que tout ce que j'avais gagné en une année. Il n'a pas levé les yeux de ses dossiers quand je suis entré. Il m'a laissé mariner dans le silence pendant une bonne minute, me forçant à contempler sa puissance, la distance infranchissable entre son monde et le mien. Puis il a fermé son dossier, a joint ses mains et m'a enfin regardé. Son regard était vide de toute émotion, pas de colère, pas de menace, juste le regard d'un entomologiste examinant un insecte. « Asseyez-vous » a-t-il dit d'une voix calme et posée. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas une invitation. C'était un fait. L'air conditionné bourdonnait doucement. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir qui lui faisait face. J'avais l'impression de m'enfoncer, de disparaître. Il n'y avait aucune photo, aucun objet personnel dans ce bureau. C'était un lieu de pouvoir, pas un lieu de vie. Votre précédent superviseur a été mis à la retraite, de manière définitive, a-t-il commencé, sans la moindre inflexion dans la voix. Il a utilisé le mot « superviseur » pour parler du professeur, comme s'il s'agissait d'un simple cadre intermédiaire. Il était devenu trop sentimental. Il commençait à confondre la gestion des actifs avec des relations personnelles. C'est une erreur coûteuse dans notre secteur d'activité. Il a fait une pause, me jaugeant. Vous, en revanche, vous êtes différent. Vous êtes pragmatique, un excellent logisticien. Vos rapports de performance sont impressionnants. Il parlait de mes opérations, de ma vie, des risques que j'avais pris, comme s'il lisait un bilan comptable. Il connaissait tout, les go fast, les points de vente, les contacts corrompus, et surtout les sacrifices. Il les appelait les opérations de nettoyage sanitaire. Il a ouvert un autre dossier sur son bureau. C'est votre travail qui nous intéresse, votre capacité à réguler le marché. Vous avez transformé un écosystème chaotique en une entreprise prévisible et rentable. Et surtout, vous avez compris l'utilité de nos partenaires de la fonction publique. Il a souri pour la première fois. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire de prédateur. Il ne s'est jamais présenté, mais il n'en avait pas besoin. Il était l'actionnaire, le propriétaire, l'homme que le professeur avait seulement entrevu. Il m'a expliqué la véritable nature de notre entreprise. Ce n'était pas juste une question d'argent. L'argent n'était qu'un produit dérivé, un bonus. Le véritable produit, c'était le contrôle. « Regardez par cette fenêtre », a-t-il dit en désignant la ville. Cette ville est un organisme vivant,
avec ses fièvres et ses infections. Les banlieues, vos territoires, sont une infection nécessaire. Notre travail n'est pas de la guérir, c'est de la contenir, de la garder à un niveau de fièvre acceptable pour que le reste du corps ne s'en aperçoive pas. Vous êtes nos anticorps. Vous empêchez la maladie de se propager au-delà du périphérique. Et parfois, quand nous avons besoin de rappeler à tout le monde que la maladie existe pour justifier notre budget de la santé, nous provoquons une petite poussée de fièvre, une poussée contrôlée. C'est là qu'il a utilisé le mot qui a tout fait basculer dans ma tête. Il n'a pas parlé de flics ou de police. Il a dit « notre budget de la santé ». Il a dit « nous ». Il ne parlait pas au nom d'une organisation criminelle. Il parlait au nom de l'État. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Chaque certitude que j'avais, chaque justification que je m'étais construite, tout s'est effondré en une seule phrase. J'avais cru être un rebelle, un hors-la-loi qui se battait contre le système. J'étais un employé du système, le plus sale, le plus méprisé, mais un employé quand même. L'homme, que j'appellerais Lefebvre dans ma tête, a vu le choc sur mon visage et a continué, imperturbable. Il a sorti une tablette et l'a fait glisser sur le bureau vers moi. Sur l'écran, il y avait un calendrier. Sur une colonne, il y avait les dates et les noms des types que j'avais donnés aux flics au cours des 2 dernières années. Merdi, l'équipe des Balkans, les jeunes de l'opération antiterroriste, ils étaient tous là. Sur la colonne d'à côté, il y avait des coupures de presse, des liens vers des vidéos. Le 15 mars, je sacrifie un petit réseau à Aulnay-sous-Bois. Le 16 mars, le ministre de l'Intérieur annonce en conférence de presse une victoire majeure contre le trafic de drogue et réclame plus de moyens pour ses services. Le 12 septembre, je livre une cache d'armes. Le 14 septembre, une nouvelle loi sur la sécurité est votée en urgence à l'Assemblée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une chorégraphie. Mon Dieu, j'étais tellement plus qu'un simple instrument. J'étais l'architecte involontaire de la politique sécuritaire du pays. Chaque arrestation que j'avais orchestrée, chaque coup de filet n'était pas destiné à purger mon réseau, mais à servir un agenda politique que j'ignorais complètement. Lefebvre a continué son exposé d'une voix monocorde. Chaque opération que vous avez menée était une pièce dans un puzzle bien plus grand. Vous nous avez fourni les justifications pour augmenter la surveillance, pour équiper la police, pour faire passer des lois que l'opinion publique n'aurait jamais acceptées en temps de paix. Vous créez le problème, nous apportons la solution, et nous sommes réélus grâce à ça. Il m'a montré des courbes de popularité, des sondages. Ma carrière coïncidait parfaitement avec l'ascension de certains politiciens, avec le durcissement de certaines politiques. La vérité interdite, celle que le professeur avait peut-être découverte avant de disparaître, n'était pas simplement que l'État était corrompu. C'était bien pire. L'État et notre organisation n'étant pas 2 entités en guerre. Nous étions les 2 faces de la même pièce, les 2 mâchoires du même piège. Nous étions le chaos, ils étaient l'ordre, et l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. J'ai cru que j'allais vomir. L'air dans ce bureau luxueux est devenu irrespirable. Toutes les vies que j'avais brisées, tous les hommes que j'avais envoyés en prison, ce n'était pas pour la survie du réseau, ce n'était pas pour protéger les nôtres. C'était pour la carrière d'un politicien, pour un titre dans le journal de 20 heures. J'ai repensé à tous ces mecs, à leurs familles. J'étais un traître, mais à une échelle que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'avais pas seulement trahi mes frères, j'avais trahi ma propre cité, tous les gamins comme moi qui voyaient en nous
une forme de rébellion. Nous n'étions pas des rebelles. Nous étions des gardiens de prison, payés par le directeur de la prison pour maintenir les autres prisonniers à leur place. Lefebvre semblait lire dans mes pensées. « Ne soyez pas naïfs, a-t-il dit presque avec pitié. Vous croyez vraiment que si nous le voulions, nous ne pourrions pas éradiquer vos petits trafics en une semaine. Nous vous laissons prospérer parce que vous êtes utiles. Vous canalisez la violence. Vous empêchez l'émergence d'une véritable contestation politique. Un jeune qui vend de la drogue ne pense pas à faire la révolution. Vous êtes notre meilleur outil de pacification sociale. » Il a ensuite refermé le dossier, signifiant que la leçon d'histoire était terminée. Le moment de l'évaluation était arrivé. Maintenant, nous avons un nouveau projet pour vous. Une opération de régulation un peu plus délicate. Il a prononcé ces mots avec le même détachement que s'il parlait d'optimiser une chaîne logistique. Il a fait apparaître une photo sur la tablette. C'était le visage d'un homme que je connaissais, pas un gangster, un syndicaliste, un leader communautaire de la Courneuve, un type respecté qui se battait pour obtenir des subventions, pour rénover les HLM, pour créer des programmes d'aide aux devoirs. Un des rares qui essayait de construire quelque chose de propre au milieu de notre merde. Cet homme commence à devenir un problème, a expliqué Lefebvre. Il fédère les gens, il leur donne de l'espoir, et l'espoir est mauvais pour les affaires. Il détourne la main-d'œuvre de nos entreprises et, pire, il commence à attirer l'attention de certains journalistes sur des contrats de rénovation urbaine qui nous sont chers. Je comprenais. Le syndicaliste menaçait les flux financiers légaux de Lefebvre, ceux qui servaient à blanchir l'argent de nos trafics. « Nous voulons que vous vous occupiez de lui, » a continué Lefebvre. « Mais pas de manière violente, ce serait contre-productif, il deviendrait un martyr. Non, nous voulons que vous le discréditiez, définitivement. » Mon sang s'est glacé. Je savais ce que ça voulait dire. Il voulait que je lui monte un coup, que je planque de la drogue ou une arme dans sa voiture, dans son local associatif, que je passe un appel anonyme, que je le livre aux flics, que je le transforme en ce qu'il a combattu toute sa vie, un criminel, un trafiquant. Il voulait que je le sacrifie. Mais cette fois, ce n'était pas un des nôtres, pas un concurrent, pas un traître. C'était un innocent, un homme bon, selon les standards du monde extérieur. C'était la ligne que je m'étais toujours juré de ne jamais franchir. Je pouvais être un gangster, un manipulateur, un traître à ma propre espèce de criminel. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas détruire un homme qui essayait de sauver les gamins que j'avais moi-même contribué à perdre. J'ai dû marquer un temps d'arrêt, une hésitation d'une demi-seconde à peine, mais dans ce bureau silencieux, c'était aussi bruyant qu'un coup de feu. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé la photo du syndicaliste, puis j'ai relevé les yeux vers Lefebvre. Il a vu le refus dans mon regard. Il n'a pas haussé le ton, son visage n'a pas changé, mais quelque chose s'est éteint dans ses yeux. La lueur de l'homme d'affaires qui évalue un actif a été remplacée par le vide glacial du bourreau qui signe une sentence. Il a simplement hoché la tête, très lentement. « Je vois », a-t-il dit doucement. Le sentimentalisme du professeur était peut-être contagieux, après tout. C'est dommage, vous aviez un potentiel rare. Il a rangé la tablette, il s'est levé, s'est approché de la fenêtre et m'a tourné le dos, regardant la ville à ses pieds. La réunion est terminée. Mon assistant vous raccompagnera. C'était un licenciement, et dans notre secteur d'activité, un licenciement ne s'accompagne pas d'une prime de départ.
Il s'accompagne d'une balle dans la nuque ou d'une disparition. En me levant, mes jambes tremblaient. Je n'étais plus le lieutenant Crin du 9-3. J'étais un homme mort qui marchait. J'ai compris pourquoi. Le professeur avait disparu. Il avait probablement reçu un ordre similaire, un ordre qui violait son dernier code moral. Et il avait refusé. Mon refus, mon hésitation, venait de me transformer de l'atout le plus précieux de l'organisation en son plus grand risque. Je savais trop de choses. Je connaissais le mécanisme. Je connaissais le visage du diable. Je n'étais plus sacrifiable aux flics. Une arrestation impliquerait un procès, des questions, le risque que je parle. Non, mon cas nécessitait une solution plus propre, plus silencieuse, une mise à la retraite définitive, comme il l'avait si bien dit. En sortant du bureau, j'ai croisé le regard de l'assistant dans le couloir. Il était vide, professionnel. Il ne voyait pas un homme, il voyait un dossier à classer, un problème à régler. J'ai repris l'ascenseur, le cœur au bord des lèvres. Chaque étage descendu me rapprochait de la rue, mais je savais que je n'étais en sécurité nulle part. Le zoo entier allait être lancé à mes trousses. Dans la rue, l'air de Paris m'a semblé lourd, vicié. La beauté de la ville, les touristes, les cafés, tout me paraissait faux, un décor de théâtre derrière lequel se jouait la vraie pièce, une pièce sombre et sanglante. J'ai marché sans but, me sentant observé par chaque fenêtre, chaque caméra de surveillance. J'ai compris que le réseau que j'avais aidé à construire, à perfectionner, allait maintenant devenir l'instrument de ma propre destruction. Mes méthodes, mes contacts, ma connaissance du terrain, tout allait être retourné contre moi. J'avais créé un monstre parfaitement efficace, et j'étais sa prochaine cible. Je ne pouvais appeler personne. Qui croire? Chaque frère était un tueur potentiel, prêt à m'éliminer pour prendre ma place, ou simplement pour obéir aux ordres venus d'en haut. J'ai jeté mon téléphone dans une bouche d'égout. J'ai pris le premier métro, me fondant dans la foule anonyme, le seul refuge qui me restait. Mais pour combien de temps? Lefebvre et ses semblables ne laissent pas de traces. Ils ne laissent pas de témoins. Cette vérité, celle que je suis en train de vous livrer, c'est mon arrêt de mort. Le fait que vous l'entendiez signifie que je sais que je n'ai plus d'autre issue. Ils ne me laisseront jamais parler à un juge, à un journaliste. Ce secret est le cœur de leur pouvoir. Ce n'est pas juste de la corruption, c'est la structure même de la société. Un pacte faustien passé sur le dos des plus pauvres, des plus désespérés. Ils nous utilisent, nous les mecs de cité, comme leur armée privée, leur police de l'ombre, leurs boucs émissaires. Nous sommes à la fois le poison et l'antidote qu'ils vendent au peuple pour rester au pouvoir. Nous sommes l'ennemi nécessaire. Et moi, j'ai vu les coulisses. J'ai vu le visage du marionnettiste. C'est pour ça qu'ils me chassent. Pas parce que j'ai tué, volé ou dealé, mais parce que je connais la vérité. La vérité qui pourrait faire s'effondrer leur château de cartes. Je suis la preuve vivante que le roi est nu, et dans ce royaume, ceux qui voient la nudité du roi sont condamnés à être aveuglés ou à se taire pour toujours. Maintenant je suis là, dans cette chambre miteuse, et chaque bruit me fait sursauter. Je repense à ce bureau, avec vue sur Paris, et je comprends le vrai sens du pouvoir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir une arme ou une armée de dealers, c'est d'être invisible, c'est de faire croire à tout le monde que vous n'existez pas, tout en tirant toutes les ficelles. Lefebvre est le vrai caïd, le vrai parrain. Pas moi, je n'étais qu'un chien de garde. Un chien de garde qui a aboyé au mauvais moment et que son maître a décidé de piquer.
La révélation la plus terrible n'est pas qu'il existe un pouvoir au-dessus de nous, c'est que ce pouvoir porte le masque de la légitimité, de la respectabilité, de l'État. La police ne nous combat pas. Ils sont nos collègues dans une division différente de la même entreprise de contrôle social. Et le PDG est un homme en costume qui ne se salira jamais les mains. Je ne sais pas si ce message sortira un jour de cette pièce, mais je devais le dire. Je devais laisser une trace, pour que quelqu'un, quelque part, sache que le monstre n'est pas celui qu'on leur montre à la télévision. Le vrai monstre porte une cravate et serre des mains sur les perrons des ministères. Mon refus, ce n'était pas un acte de bravoure. C'était un spasme, le dernier sursaut d'un animal qu'on mène à l'abattoir. Je suis sorti de cet immeuble et j'ai marché pendant des heures, sans but, noyé dans le flux des Parisiens qui ne se doutaient de rien. Je savais ce qui allait suivre. Ils n'allaient pas m'envoyer une équipe de tueurs tout de suite. C'était trop grossier, pas leur style. Non, ils allaient me forcer à me détruire moi-même, à commettre l'acte qui me rendrait irrécupérable, même à mes propres yeux. L'appel est venu le lendemain, d'un numéro inconnu, sur un téléphone que je croyais propre. Une voix neutre, la même que celle de l'assistant de Lefebvre. Il n'y a pas eu de discussion, juste des instructions. Un nom, une heure, un lieu. Le nom, c'était celui de Karim. Karim, mon ami d'enfance, le premier avec qui j'avais fait les 400 coups, bien avant que le business ne devienne une machine de guerre. La raison invoquée était vague. Il est devenu peu fiable. Il a des contacts avec des journalistes. C'était un mensonge, je le savais. Karim était l'homme le plus loyal que je connaisse. La vraie raison, c'était que Lefebvre savait qu'il était la seule personne pour qui j'aurais encore pu hésiter à trahir le système. Le tuer, ce n'était pas une simple exécution. C'était un rituel. Le sacrifice final de mon humanité sur l'autel de leur ordre. Le lieu du rendez-vous était un entrepôt désaffecté près du canal de l'Ourcq, un de nos anciens lieux de rencontre. Ils voulaient que je le tue sur notre propre territoire, avec mes propres mains, pour prouver que j'étais encore à eux, corps et âme, ou pour mourir en refusant. La nuit était glaciale, une de ces nuits de novembre où l'humidité de la banlieue vous pénètre jusqu'aux os. L'entrepôt sentait la rouille et le béton mouillé. Il n'y avait qu'une seule ampoule blafarde qui pendait du plafond, créant des ombres monstrueuses qui dansaient sur les murs tagués. Karim était déjà là, assis sur une caisse en bois. Il m'attendait avec le sourire. Il n'avait aucune méfiance. Pour lui, j'étais son frère. Il pensait qu'on venait discuter d'un problème, comme on l'avait fait des centaines de fois. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Il a vu la tension sur mon visage. J'ai essayé de parler, de lui inventer une histoire, mais les mots ne sortaient pas. Ma gorge était nouée. J'avais le canon froid du pistolet qui me glaçait le dos, sous ma veste. Il a continué à me parler, de nos souvenirs, de la fois où on avait volé des mobylettes quand on avait 14 ans. Et c'est en le regardant, en voyant dans ses yeux cette confiance totale, cette fraternité intacte, que j'ai compris la nature absolue du piège. Si je le prévenais, on nous tuerait tous les deux. Si je ne faisais rien, il me tuerait et le ferait tuer par quelqu'un d'autre. La seule porte de sortie qu'ils m'avaient laissée, c'était de devenir le monstre qu'ils avaient décidé que je serais. Il a vu mon regard changer. Il a compris. Pas tout, mais il a compris que quelque chose était terriblement faux. Son sourire s'est effacé. Il n'a pas crié, il n'a pas essayé de fuir. Il m'a juste regardé, avec une infinie tristesse dans les yeux.
Et j'ai tiré. Le son a claqué dans le silence de l'entrepôt, un bruit obscène, final. Puis plus rien, juste le bourdonnement de l'ampoule et l'odeur de la poudre. J'avais tué la dernière partie vivante de mon âme. Je ne me souviens pas d'être sorti de l'entrepôt. Le trajet du retour est un trou noir. Je me suis retrouvé dans une de mes planques, un petit studio anonyme près de la porte de Vanves que personne ne connaissait. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. J'ai vomi. J'ai regardé mes mains, les mêmes mains qui avaient serré celles de Karim des milliers de fois, et je n'y ai vu que l'instrument de sa mort. J'ai compris à cet instant que l'ordre de Lefebvre n'était pas un test de loyauté, c'était ma propre exécution. En tuant Karim, ils m'avaient tué. Ils avaient anéanti toute possibilité pour moi de revenir en arrière, de me racheter, de parler. Qui croirait un homme qui a tué de sang-froid son meilleur ami? J'étais devenu le témoin parfait, un témoin qu'on ne pouvait plus croire. Mon crime me muselait mieux que n'importe quelle menace. J'ai passé 2 jours dans ce studio, dans le noir, sans manger, sans dormir, à revivre cette seconde. Le regard de Karim, le bruit, le silence. Puis la pulsion de survie, cette vieille habitude de la cité, a repris le dessus. Je savais que mon sursis était court. Ils allaient me laisser le temps de réaliser ma damnation, puis ils viendraient finir le travail. J'ai pris le sac d'urgence que j'avais préparé des années auparavant. Du liquide, de faux papiers, une nouvelle vie en kit. J'ai quitté Paris à l'aube, en me fondant dans le flot des travailleurs qui partaient en banlieue. J'étais devenu un fantôme, hanté par le fantôme de l'homme que j'avais assassiné. La course ne faisait que commencer. Maintenant, je cours. Je change de ville, de nom, de visage. Mais je ne peux pas changer ce qu'il y a dans ma tête. La nuit, je ne dors pas. Je revois la scène, j'entends le coup de feu. Et je comprends la vérité ultime, celle qui se cachait derrière toutes les autres. Le système ne se contente pas de nous utiliser, il nous façonne. Il prend des gamins pleins de rage et de potentiel dans les cités, et il les transforme méticuleusement en monstres, pas pour le plaisir, par nécessité. Car un monstre est prévisible, un monstre peut être contrôlé. Un monstre justifie l'existence des chasseurs de monstres, les flics, les juges, les politiciens qui promettent l'ordre. J'ai cru que j'étais un stratège, un maître du jeu qui utilisait la police comme un scalpel. Quelle arrogance, quel putain de naïveté. J'étais le scalpel moi-même, dans la main de chirurgiens invisibles qui découpaient la société à leur convenance. Chaque sacrifice que j'ai orchestré, chaque type que j'ai donné, y compris Karim, n'a jamais servi à protéger le réseau. Il a servi à renforcer la cage, à prouver que nous, les gens des quartiers, étions des animaux dangereux qu'il fallait maintenir enfermés, surveillés et parfois abattus pour l'exemple. La vérité interdite, ce n'est pas la collusion entre les flics et les voyous. C'est que cette collusion est la pierre angulaire de l'ordre social. Nous sommes les gardiens de notre propre prison, et la plupart d'entre nous ne le sauront jamais. Je sais qu'ils sont proches. Mon instinct, celui qui m'a maintenu en vie toutes ces années, me le hurle. Je change d'hôtel toutes les nuits. Je ne paie qu'en liquide. Je ne parle à personne, mais je sens leur ombre qui se rapproche. Cet enregistrement, c'est tout ce qui me reste. Ce n'est pas un appel à l'aide. Il est trop tard pour ça. Ce n'est pas une quête de pardon. Il n'y en a pas pour ce que j'ai fait. C'est juste une bouteille à la mer, lancée depuis un navire en train de sombrer. Le pouvoir, le vrai, n'est pas dans un flingue ou dans une liasse de billets. Il est dans la capacité de définir la réalité,
de décider qui est le héros et qui est le monstre. Et depuis des décennies, ils nous ont distribué le rôle du monstre, et nous l'avons joué à la perfection, sans même savoir que nous lisions un scénario écrit d'avance. J'ai été le meilleur des acteurs. J'ai été leur monstre le plus efficace. Et maintenant, le spectacle est terminé. Ils viennent tirer le rideau. Je ne sais pas qui trouvera ça, ni où. Peut-être que ça finira effacé, perdu dans le bruit numérique du monde. Mais je devais essayer. Je devais laisser une cicatrice dans leur récit parfait, une petite fissure dans le mur de leurs mensonges. Pour Karim, pour tous les autres, pour que quelqu'un sache que la cage a été construite de l'intérieur, par les prisonniers eux-mêmes. J'entends des pas dans le couloir, lents, méthodiques. C'est la fin. Si quelqu'un, là dehors, a besoin d'entendre ça, abonnez-vous.